Michel Sozo était un personnage incontournable à Marennes. C'était non seulement un médecin généraliste réputé et apprécié de la population, mais il était excessif en tout. J'allais apprendre à mieux le connaître durant les quelques séjours que j'allais faire dans sa demeure, puisqu'il m'avait offert l'hospitalité. Michel était ce qu'on appelle ordinairement un notable. Il était élu au conseil municipal. Il faisait partie des conseillers d'opposition. Il était un adepte des thèses d'extrême droite. Son idole de l'époque était le personnage politique nommé Tixier-Vignancour. Il ne s'en cachait pas. Michel exerçait son métier de médecin au rez-de-chaussée de son habitation. Son cabinet était composé de 3 pièces. Une première pièce où l'on accédait par un couloir donnant sur la rue Édouard Fourgeot servait de salle d'attente. Elle était bondée de patients en attente d'une consultation. Une porte donnait accès à son cabinet. On pouvait également entrer dans ce cabinet par une autre porte directement à partir du couloir d'entrée. Le cabinet de consultation était une grande pièce qui avait la particularité d'être également conçu comme un bureau de réception de divers visiteurs complètement étrangers aux soins médicaux. J'avais été assez surpris et interloqué la première fois lorsque j'étais entré dans ce cabinet. « Viens, me dit Michel, entre et assieds-toi. Tu ne me déranges pas. » Je fus stupéfait. Dans l'un des coins de la pièce, une secrétaire dactylo travaillait à sa machine à écrire. Elle tapait les ordonnances et la correspondance que lui dictait Michel. Au milieu de la pièce, une grande table arrondie aux 2 bouts servait de bureau. Michel trônait au centre de la table. C'était un personnage imposant par la taille et par sa forte voix lorsqu'il s'exprimait. D'autres personnes étaient assises également autour du bureau. « C'est mon petit cousin, leur dit-il en me désignant à l'assistance. Puis Michel me les présenta. Assis à sa droite, un homme retint mon attention. « C'est le merdeux, me dit Michel. » Il signifiait par là qu'il était le premier adjoint de la commune. L'homme ne protesta pas, faisant semblant, je suppose, de ne pas comprendre l'insulte ou la plaisanterie de mauvais goût de mon cousin. Je ne me souviens pas du nom et de la qualité des 2 autres personnes assises autour du bureau. S'adressant à sa secrétaire, il dit « Faites entrer le demandeur d'emploi. » La secrétaire se leva, alla ouvrir la porte de la salle d'attente et fit entrer un homme qui tenait son béret à la main. Il se tint debout devant le bureau, les 2 mains jointes devant lui, et attendit que Michel veuille bien lui adresser la parole. Michel finit par le questionner sur sa situation, émailla ses propos de remarques sur l'incompétence du gouvernement et des pouvoirs publics. Il demanda à sa secrétaire de taper la lettre de recommandation qu'il lui dictait au profit de l'homme, toujours debout, et qui attendait, stoïquement, le document. Michel signa la lettre, et la secrétaire fut à nouveau mise à contribution pour faire sortir le demandeur d'emploi et appeler la personne suivante qui attendait dans la salle d'attente. Je compris pourquoi mon cousin était si apprécié de la population et pourquoi elle lui pardonnait ses excentricités. Michel savait se rendre utile. Pourtant, je n'avais encore rien vu. La personne suivante qui entra dans le cabinet de consultation était une patiente. Là, encore, je fus offusqué par la scène. Elle dut expliquer la raison de sa venue. Aucune intimité au cours de cette partie de la consultation. Cela n'avait pas l'air de choquer les personnes présentes, pas même la patiente qui, je pense, devait avoir l'habitude de venir se faire soigner. Michel finit par demander à la patiente d'entrer dans la 3e pièce qui comportait une table de consultation où les malades pouvaient s'allonger pour que le médecin puisse les ausculter. Là, il ferma la porte durant l'examen, puis ils ressortirent et Michel dicta l'ordonnance à sa secrétaire. Michel avait également une autre corde à son arc.
Il était un peu ce qu'on appelle dans la région un rebouteux. Il savait remettre en place les membres fracturés. Dans la pièce où il auscultait ses patients, il avait tout le nécessaire pour réaliser des plâtres. Une partie de la population appréciait ses pratiques et faisait appel à ses compétences. Il s'était également doté d'un appareil pour effectuer des radios. Cela lui permettait de vérifier immédiatement si les membres dont il avait réduit les fractures étaient bien repositionnés, avantage que n'avaient pas les rebouteux qui opéraient de façon empirique. Michel m'expliqua qu'il avait même plâtré la patte d'un chien après avoir réduit la fracture qu'il s'était faite au cours d'une partie de chasse. Un jour, Michel insista pour que je l'accompagne durant sa tournée de visite. Je n'y tenais pas trop. Je ne pus finalement pas refuser. Par contre, je refusai de l'accompagner chez les malades. Je restai dans la voiture en attendant la fin de la visite. Cette fois-là, il y avait une épidémie de grippe ou de gastro, je ne sais plus. Avant de partir, Michel demanda à sa secrétaire de taper une trentaine d'ordonnances, toujours les mêmes, qu'il emporta avec lui. J'en compris vite la raison. J'interrogeai Michel. Il me dit que le traitement de ce genre d'épidémie était immuable. Cela lui permettait de gagner du temps au cours des visites. Il me confia qu'il réussissait ainsi à faire environ 80 interventions par jour, visites et consultations confondues. Je comprenais mieux le train de vie qu'il affichait par ailleurs et le fait qu'il avait en matière d'activité la plus grosse clientèle du département. Les visites s'enchaînèrent à allure accélérée. Il restait très peu de temps dans chacune des maisons visitées, juste le temps de constater la nature de la maladie. Il passait pour avoir un diagnostic très sûr. Le temps de déposer son ordonnance, de recevoir le paiement de sa visite, et nous repartions pour une autre destination. Quelquefois, avant de frapper à la porte d'un nouveau malade, il sortait quelques boîtes de médicaments de son coffre et les emportait avec lui. Il m'expliquait que la famille qu'il allait visiter était économiquement indigente. Il repartait sans faire payer son passage. C'était le bon côté du personnage, et cela expliquait sûrement pourquoi les électeurs votaient pour lui aux élections, malgré ses idées politiques extrêmes, et pourquoi ils lui pardonnaient ses frasques en tout genre. Michel avait des faces plus sombres. Son grand défaut était son côté briseur de ménage. Il était connu comme un fêtard et grand coureur de jupons. Cela lui valait quelques inimitiés parmi les notables de la ville. On murmurait même que madame la femme du sous-préfet de l'époque avait cédé à ses avances. Lorsqu'une de ses proies refusait de céder, il trouvait toujours le moyen de se venger. C'est ce qui était arrivé au masseur-kinésithérapeute. Sa femme, convoitée par Michel, refusait obstinément de céder à ses avances. Pourtant, il avait lourdement insisté. Furieux d'avoir été brutalement éconduit, il avait réussi à se venger, et l'affaire avait fait grand bruit. Le masseur possédait un dentier. Au cours d'un repas, auquel ils avaient participé tous les deux, je ne sais pas de quelle façon Michel s'y était pris, mais il avait réussi à subtiliser le dentier alors que son propriétaire l'avait sorti de sa bouche à la fin du repas. Le masseur était un gaulliste convaincu. Michel en avait profité pour faire graver une croix de Lorraine sur une des dents bien en vue, et il lui avait ensuite expédié le dentier par la poste. Michel se vantait auprès de ses connaissances du bon tour qu'il lui avait joué. Depuis ce temps, le masseur et sa femme, qui étaient la risée des Marenais, lui en gardaient une haine farouche. Michel Sozo était également un membre actif du petit aérodrome situé à la sortie de la ville sur la route en direction de Rochefort. Il y possédait son avion personnel qui lui coûtait fort cher d'entretien. Il s'en sépara au bout de quelques années. Il avait entrepris d'autres acquisitions et ses honoraires ne suffisaient plus pour réaliser tous les projets qu'il avait engagés. Il venait d'acquérir une parcelle boisée à Saint-Just-Luzac, nommée la Garenne. Ce lieu-dit était situé à la sortie du bourg en direction du Marais. Ce bosquet,
d'une superficie de 16 hectares, recouvrait une colline qui surplombait le marais. La Garenne était bien connue des habitants de la localité pour la cueillette des champignons qui poussaient en abondance à la saison. Michel n'appréciait pas ces cueillettes sauvages et il avait fini par faire clôturer le site à la grande déception des locaux qui ne pouvaient plus venir faire leur récolte de ces savoureux cèpes en automne. Il s'était mis à dos une partie de la population locale. Il avait de grands projets pour cette Garenne. Il avait commencé par faire abattre les arbres de toute la partie centrale pour y aménager un chemin jusqu'au haut de la butte. Cela avait un peu dénaturé le paysage. Sur le haut de la colline, il avait fait creuser un étang qu'il avait peuplé de poissons. Son but ultime était de faire construire une maison près de cet étang, en surplomb du marais. Mais comme l'argent manquait pour la réalisation de cet ultime projet, il avait fait bâtir une petite maison de gardien en bas de la colline, près du portail d'entrée. Il venait quelquefois y dormir le week-end. Michel avait eu une fille adultérée avec une des charcutières de la ville. Elle avait approximativement l'âge de ma cousine Mylène. Il était attaché à cette jeune fille, et il voulut lui céder le domaine de la Garenne en déshéritant sa fille légitime qui souffrait beaucoup de ses relations conflictuelles avec son père. Michel vivait seul dans son appartement. Il embauchait régulièrement de jeunes bonnes. Elles ne restaient jamais très longtemps, vite lassées de ses excentricités et de son caractère imprévisible. J'étais assez gêné de la façon dont il se comportait avec elles lorsque j'étais présent. Je me souviens qu'un jour, il avait invité un couple d'amis à prendre l'apéritif. Au cours de la conversation, Michel leur avait proposé une sortie pour un prochain soir, et la femme lui avait rétorqué « Non, Michel, nous n'irons pas avec toi. On sait bien comment tout cela se termine. » Je n'en suis pas davantage, mais je compris qu'il s'agissait d'une de ces soirées un peu chaudes dont il se vantait parfois. Mylène, ma cousine, avait fait connaissance d'un jeune homme, et ils envisageaient de se marier. Michel n'appréciait pas le garçon. Ce qui le chagrinait, c'est que le jeune homme était militaire et qu'il comptait faire carrière dans l'armée. Mylène avait un fort caractère qu'elle tenait de son père. Il fallut que Michel se rende à l'évidence. Le mariage se ferait malgré son désaccord. Il se signala une nouvelle fois par une excentricité dont il ne pouvait se passer. Pour la cérémonie à l'église, il avait recruté un de ses patients pour venir faire pénitence en plein milieu de l'office. La personne, vêtue d'une longue cape de bure marron, comme en portent certains moines, alla s'allonger sur le sol, face contre terre et les bras en croix à la stupéfaction des personnes présentes. La mère de Mylène semblait indignée d'un tel spectacle, pendant que Michel jubilait et jouissait de la scène qu'il imposait à l'assistance. Un jour, les turpitudes de Michel finirent par se retourner contre lui. Il avait une énième fois séduit une nouvelle femme. C'était la femme d'un capitaine de l'armée. Il n'avait jamais aimé les militaires. Était-ce la raison qui l'avait poussé à conquérir cette personne? Elle avait fini par quitter son mari et était venue vivre avec Michel. J'ai eu l'occasion de la rencontrer chez lui. C'était une femme craintive que l'on sentait mal dans sa peau. Le souci, c'est qu'elle avait un jeune fils d'une dizaine d'années et qu'elle souffrait d'en être séparée. Michel, qui était en conflit ouvert avec le père, prit l'initiative d'enlever le gamin qui devait vivre chez son père par décision de justice. Le père porta plainte pour cet enlèvement et Michel fut poursuivi. Il fut incarcéré à la prison de Saintes en attendant son procès, et le scandale fit les gros titres des journaux régionaux. Aussitôt, les patients du docteur Sozo, indignés qu'on séquestre leur médecin, vinrent assiéger la maison d'arrêt de Saintes. Le procès eut lieu et le verdict fut prononcé. Michel fut finalement libéré et put reprendre ses activités de médecin. La jeune femme finit par le quitter. Une nouvelle fois, il se retrouvait seul aux prises avec ses démons.